Le diable au corps de Raymond Radiguet, partie 2. Le lendemain, au lycée, je n'éprouvais pas le besoin de raconter à René, à qui je disais tout, ma journée du dimanche. Mais je n'étais pas d'humeur à supporter qu'il me raillât de n'avoir pas embrassé Marthe en cachette. Autre chose m'étonnait, c'est qu'aujourd'hui, je trouvais René moins différent de mes camarades. Ressentant de l'amour pour Marthe, j'en ôtais à René, à mes parents, à mes sœurs. Je me promettais bien cet effort de volonté de ne pas venir la voir avant le jour de notre rendez-vous. Pourtant, le mardi soir, ne pouvant attendre, je sus trouver à ma faiblesse de bonnes excuses qui me permissent de porter après le dîner le livre et les journaux. Dans cette impatience, Marthe verrait la preuve de mon amour, disais-je. Et si elle refuse de la voir, je saurai bien l'y contraindre. Pendant un quart d'heure, je courus comme un fou jusqu'à sa maison. Alors, craignant de la déranger pendant son repas, j'attendis, en nage, 10 minutes, devant la grille. Je pensais que pendant ce temps, mes palpitations de cœur s'arrêteraient. Elles augmentaient au contraire. Je manquais tourner bride. Mais depuis quelques minutes, d'une fenêtre voisine, une femme me regardait curieusement, voulant savoir ce que je faisais, réfugiée contre cette porte. Elle me décida. Je sonnai. J'entrai dans la maison. Je demandai à la domestique si madame était chez elle. Presque aussitôt, madame Grangier parut dans la petite pièce où l'on m'avait introduit. Je sursautai, comme si la domestique eût dû comprendre que j'avais demandé « madame » par convenance, et que je voulais voir « mademoiselle ». Rougissant, je priai madame Grangier de m'excuser de la déranger à pareille heure, comme s'il eût été 1 heure du matin. Ne pouvant venir jeudi, j'apportai le livre et les journaux à sa fille. « Cela tombe à merveille, » me dit madame Grangier, « car Marthe n'aurait pu vous recevoir. Son fiancé a obtenu une permission 15 jours plus tôt qu'il ne pensait. Il est arrivé hier, et Marthe dîne ce soir chez ses futurs beaux-parents. » Je m'en allai donc, et puisque je n'avais plus de chance de la revoir jamais, croyais-je, m'efforçai de ne plus penser à Marthe, et par cela même, ne pensant qu'à elle. Pourtant, 1 mois après, un matin, sautant de mon wagon à la gare de la Bastille, je la vis qui descendait d'un autre. Elle allait choisir dans des magasins différentes choses en vue de son mariage. Je lui demandai de m'accompagner jusqu'à Henri IV. « Tiens, dit-elle, l'année prochaine, quand vous serez en seconde, vous aurez mon beau-père pour professeur de géographie. » Vexée qu'elle me parlât études, comme si aucune autre conversation n'eût été de mon âge, je lui répondis aigrement que ce serait assez drôle. Elle fronça les sourcils, je pensai à sa mère. Nous arrivions à Henri IV, et ne voulant pas la quitter sur ces paroles que je croyais blessantes, je décidai d'entrer en classe 1 heure plus tard, après le cours de dessin. Je fus heureux qu'en cette circonstance, Marthe ne montra pas de sagesse, ne me fit aucun reproche, et plutôt sembla me remercier d'un tel sacrifice, en réalité nul. Je lui fus reconnaissant qu'en échange elle ne me proposa point de l'accompagner dans ses courses, mais qu'elle me donna son temps, comme je lui donnais le mien. Nous étions maintenant dans le jardin du Luxembourg. 9 heures sonnèrent à l'horloge du Sénat. Je renonçai au lycée. J'avais dans ma poche, par miracle, plus d'argent que n'en a d'habitude un collégien en 2 ans. Ayant la veille vendu mes timbres-poste les plus rares à la bourse aux timbres, qui se tient derrière le guignol des Champs-Élysées. Au cours de la conversation, Marthe m'ayant appris qu'elle déjeunait chez ses beaux-parents, je décidai de la résoudre à rester avec moi. La demie de 9 heures sonnait. Marthe sursauta, point encore habituée à ce qu'on abandonnât pour elle tous ses devoirs de classe. Mais, voyant que je restais sur ma chaise de fer,
Elle n'eut pas le courage de me rappeler que j'aurais dû être assis sur les bancs de Henri IV. Nous restions immobiles. Ainsi doit être le bonheur. Un chien sauta du bassin et se secoua. Marthe se leva, comme quelqu'un qui, après la sieste, et le visage encore enduit de sommeil, secoue ses rêves. Elle faisait avec ses bras des mouvements de gymnastique. J'en augurais mal pour notre entente. « Ces chaises sont trop dures, me dit-elle, comme pour s'excuser d'être debout. Elle portait une robe de foulard, chiffonnée depuis qu'elle s'était assise. Je ne pus m'empêcher d'imaginer les dessins que le canage imprime sur sa peau. « Allons, accompagnez-moi dans les magasins, puisque vous êtes décidée à ne pas aller en classe, » dit Marthe, faisant pour la première fois allusion à ce que je négligeais pour elle. Je l'accompagnai dans plusieurs maisons de lingerie, l'empêchant de commander ce qui lui plaisait et ne me plaisait pas. Par exemple, évitant le rose, qui m'importune et qui était sa couleur favorite. Après ses premières victoires, il fallait obtenir de Marthe qu'elle ne déjeunât pas chez ses beaux-parents. Ne pensant pas qu'elle pouvait leur mentir pour le simple plaisir de rester en ma compagnie, je cherchais ce qui la déterminerait à me suivre dans l'école buissonnière. Elle rêvait de connaître un bar américain. Elle n'avait jamais osé demander à son fiancé de l'y conduire. D'ailleurs, il ignorait les bars. Je tenais mon prétexte. À son refus, empreint d'une véritable déception, je pensais qu'elle viendrait. Au bout d'une demi-heure, ayant usé de tout pour la convaincre et n'insistant même plus, je l'accompagnai chez ses beaux-parents dans l'état d'esprit d'un condamné à mort, espérant jusqu'au dernier moment qu'un coup de main se fera sur la route du supplice. Je voyais s'approcher la rue, sans que rien ne se produisît. Mais soudain, Marthe, frappant à la vitre, arrêta le chauffeur du taxi devant un bureau de poste. Elle me dit « Attendez-moi une seconde, je vais téléphoner à ma belle-mère, que je suis dans un quartier trop éloigné pour arriver à temps. » Au bout de quelques minutes, n'en pouvant plus d'impatience, j'avisai une marchande de fleurs et je choisis une à une des roses rouges, dont je fis faire une botte. Je ne pensais pas tant au plaisir de Marthe qu'à la nécessité pour elle de mentir encore ce soir pour expliquer à ses parents d'où venaient les roses. Notre projet, lors de la première rencontre, d'aller à une académie de dessin. Le mensonge du téléphone qu'elle répéterait ce soir à ses parents, mensonge auquel s'ajouterait celui des roses, mettait des faveurs plus douces qu'un baiser. Car, ayant souvent embrassé, sans grand plaisir, des lèvres de petite fille, et oubliant que c'était parce que je ne les aimais pas, je désirais peu les lèvres de Marthe, tandis qu'une telle complicité m'était restée, jusqu'à ce jour, inconnue. Tandis qu'une telle complicité m'était restée, jusqu'à ce jour, inconnue. Marthe sortait de la poste, rayonnante, après le premier mensonge. Je donnai au chauffeur l'adresse d'un bar de la rue d'Aunoux. Elle s'extasiait, comme une pensionnaire, sur la veste blanche du barman, la grâce avec laquelle il secouait les gobelets d'argent, les noms bizarres ou poétiques des mélanges. Elle respirait de temps en temps les roses rouges, dont elle se promettait de faire une aquarelle, qu'elle me donnerait en souvenir de cette journée. Je lui demandai de me montrer une photographie de son fiancé. Je le trouvais beau. Sentant déjà quelle importance elle attachait à mes opinions, je poussai l'hypocrisie jusqu'à lui dire qu'il était très beau, mais d'un air peu convaincu, pour lui donner à penser que je le lui disais par politesse. Ce qui, selon moi, devait jeter le trouble dans l'âme de Marthe, et de plus m'attirer sa reconnaissance. Mais l'après-midi, il fallut songer au motif de son voyage. Son fiancé, dont elle savait les goûts, s'en était remis complètement à elle du soin de choisir leur mobilier. Mais sa mère voulait à toute force la suivre. Marthe, enfin, en lui promettant de ne pas faire de folie, avait obtenu de venir seule. Elle devait, ce jour-là, choisir quelques meubles pour leur chambre à coucher. Bien que je me fusse promis de ne montrer d'extrême plaisir ou déplaisir à aucune des paroles de Marthe,
Il me fallut faire un effort pour continuer de marcher sur le boulevard d'un pas tranquille, qui maintenant ne s'accordait plus avec le rythme de mon cœur. Cette obligation d'accompagner Marthe m'apparut comme une malchance. Il fallait donc l'aider à choisir une chambre pour elle et un autre. Puis, j'entrevis le moyen de choisir une chambre pour Marthe et pour moi. J'oubliais si vite son fiancé qu'au bout d'un quart d'heure de marche, on m'aurait surpris en me rappelant que, dans cette chambre, un autre dormirait auprès d'elle. Son fiancé goûtait le style Louis XV. Le mauvais goût de Marthe était autre. Elle aurait plutôt versé dans le japonais. Il me fallut donc les combattre, tous deux. C'était à qui jouerait le plus vite. Au moindre mot de Marthe, devinant ce qui la tentait, il me fallait lui désigner le contraire, qui ne me plaisait pas toujours, afin de me donner l'apparence de céder à ses caprices, quand j'abandonnerais un meuble pour un autre, qui dérangerait moins son œil. Elle murmurait. Lui qui voulait une chambre rose. N'osant même plus m'avouer ses propres goûts, elle les attribuait à son fiancé. Je devinai que dans quelques jours, nous les raillerions, ensemble. Pourtant, je ne comprenais pas bien cette faiblesse. Si elle ne m'aime pas, pensai-je, quelle raison a-t-elle de me céder, de sacrifier ses préférences et celles de ce jeune homme aux miennes? Je n'en trouvai aucune. La plus modeste eût été encore de me dire que Marthe m'aimait. Pourtant, j'étais sûre du contraire. Marthe m'avait dit « Au moins, laissons-lui l'étoffe rose. » Laissons-lui. Rien que pour ce mot, je me sentais près de lâcher prise. Mais lui laisser l'étoffe rose équivalait à tout abandonner. Je représentais à Marthe combien ces murs roses gâcheraient les meubles simples que nous avions choisis, et reculant encore devant le scandale, lui conseillai de faire peindre les murs de sa chambre, à la chaux. C'était le coup de grâce. Toute la journée, Marthe avait été tellement harcelée qu'elle le reçut sans révolte. Elle se contenta de me dire « En effet, vous avez raison. » À la fin de cette journée éreintante, je me félicitai du pas que j'avais fait. J'étais parvenue à transformer, meuble à meuble, ce mariage d'amour, ou plutôt d'amourette, en un mariage de raison. Et lequel? Puisque la raison n'y tenait aucune place, chacun ne trouvant chez l'autre que les avantages qu'offre un mariage d'amour. En me quittant ce soir-là, au lieu d'éviter désormais mes conseils, elle m'avait prié de l'aider les jours suivants dans le choix de ses autres meubles. Je le lui promis, mais à condition qu'elle me jurât de ne jamais le dire à son fiancé, puisque la seule raison qui pût, à la longue, lui faire admettre ses meubles, s'il avait de l'amour pour Marthe, c'était de penser que tout sortait d'elle, de son bon plaisir, qui deviendrait le leur. Quand je rentrai à la maison, je crus lire dans le regard de mon père qu'il avait déjà appris mon escapade. Naturellement, il ne savait rien. Comment eût-il pu le savoir? « Ben, Jacques s'habituera bien à cette chambre, » avait dit Marthe. En me couchant, je me répétais que si elle songeait à son mariage avant de dormir, elle devait ce soir l'envisager de toute autre sorte qu'elle ne l'avait fait les jours précédents. Pour moi, quelle que fût l'issue de cette idylle, j'étais d'avance bien vengée de son Jacques. Je pensais à la nuit de noces dans cette chambre austère, dans ma chambre. Le lendemain matin, je guettais dans la rue le facteur qui devait apporter une lettre d'absence. Il me la remit. Je l'empochai, jetant les autres dans la boîte de notre grille. Procédé trop simple pour ne pas en user toujours. Manquer la classe voulait dire, selon moi, que j'étais amoureux de Marthe. Je me trompais. Marthe ne m'était que le prétexte de cette école buissonnière. Et la preuve, c'est qu'après avoir goûté en compagnie de Marthe au charme de la liberté, je voulus y goûter seule, puis faire des adeptes. La liberté me devint vite une drogue. L'année scolaire touchait à sa fin, et je voyais avec terreur que ma paresse allait rester impunie, alors que je souhaitais le renvoi du collège, un drame, enfin, qui clôtura cette période.
À force de vivre dans les mêmes idées, de ne voir qu'une chose, si on la veut avec ardeur, on ne remarque plus le crime de ses désirs. Certes, je ne cherchais pas à faire de la peine à mon père. Pourtant, je souhaitais la chose qui pourrait lui en faire le plus. Les classes m'avaient toujours été un supplice. Marthe et la liberté avaient achevé de me les rendre intolérables. Je me rendais bien compte que, si j'aimais moins René, c'était simplement parce qu'il me rappelait quelque chose du collège. Je souffrais, et cette crainte me rendait même physiquement malade, à l'idée de me retrouver, l'année suivante, dans la niaiserie de mes condisciples. Pour le malheur de René, je lui en avais trop bien fait partager mon vice. Aussi, lorsque, moins habile que moi, il m'annonça qu'il était renvoyé de Henri IV, je crus l'être moi-même. Il fallait l'apprendre à mon père, car il me saurait gré de le lui dire moi-même, avant la lettre du censeur, lettre trop grave à subtiliser. Nous étions un mercredi. Le lendemain, jour de congé, j'attendis que mon père fût à Paris pour prévenir ma mère. La perspective de 4 jours de trouble dans son ménage l'alarma plus que la nouvelle. Puis, je partis au bord de la Marne, où Marthe m'avait dit qu'elle me rejoindrait, peut-être. Elle n'y était pas. Ce fut une chance. Mon amour puisant dans cette rencontre une mauvaise énergie, j'aurais pu ensuite lutter contre mon père. Tandis que l'orage éclatant après une journée de vide, de tristesse, je rentrais le front bas, comme il convenait. Je revins chez nous, un peu après l'heure où je savais que mon père avait coutume d'y être. Il savait, donc. Je me promenais dans le jardin, attendant que mon père me fît venir. Mes sœurs jouaient en silence. Elles devinaient quelque chose. Un de mes frères, assez excité par l'orage, me dit de me rendre dans la chambre où mon père s'était étendu. Des éclats de voix, des menaces, m'eussent permis la révolte. Ce fut pire. Mon père se taisait. Ensuite, sans aucune colère, avec une voix même plus douce que de coutume, il me dit « Eh bien, que comptes-tu faire maintenant ?» Les larmes qui ne pouvaient s'enfuir par mes yeux, comme un essaim d'abeilles, bourdonnaient dans ma tête. À une volonté, j'eusse pu opposer la mienne, même impuissante, mais devant une telle douceur, je ne pensais qu'à me soumettre. « Ce que tu m'ordonneras de faire. » Non, ne mens pas encore. Je t'ai toujours laissé agir comme tu voulais. Continue. Sans doute auras-tu à cœur de m'en faire repentir. Dans l'extrême jeunesse, l'on est trop enclin, comme les femmes, à croire que les larmes dédommagent de tout. Mon père ne me demandait même pas de larmes. Devant sa générosité, j'avais honte du présent et de l'avenir, car je sentais que quoi que je lui dise, je mentirais. Au moins, que ce mensonge le réconforte, pensais-je, en attendant de lui être une source de nouvelles peines. Ou plutôt non. Je cherche encore à me mentir à moi-même. Ce que je voulais, c'était faire un travail, guère plus fatigant qu'une promenade, et qui laissa comme elle, à mon esprit, la liberté de ne pas se détacher de Marthe une minute. Je feignis de vouloir peindre et de n'avoir jamais osé le dire. Encore une fois, mon père ne dit pas non, à condition que je continuasse d'apprendre chez nous ce que j'aurais dû apprendre au collège, mais avec la liberté de peindre. Quand des liens ne sont pas encore solides, pour perdre quelqu'un de vue, il suffit de manquer une fois un rendez-vous. À force de penser à Marthe, j'y pensais de moins en moins. Mon esprit agissait, comme nos yeux agissent avec le papier des murs de notre chambre. À force de le voir, il ne le voit plus. Chose incroyable, j'avais même pris goût au travail. Je n'avais pas menti, comme je le craignais. Lorsque quelque chose venu de l'extérieur m'obligeait à penser moins paresseusement à Marthe, j'y pensais, sans amour, avec la mélancolie que l'on éprouve pour ce qui aurait pu être. Bah, me disais-je, c'eût été trop beau.
On ne peut à la fois choisir le lit et coucher dedans. Une chose étonnait mon père. La lettre du censeur n'arrivait pas. Il me fit à ce sujet sa première scène, croyant que j'avais soustrait la lettre, que j'avais feint ensuite de lui annoncer gratuitement la nouvelle, que j'avais ainsi obtenu son indulgence. En réalité, cette lettre n'existait pas. Je me croyais renvoyé du collège, mais je me trompais. Aussi, mon père ne comprit-il rien lorsque, au début des vacances, nous reçûmes une lettre du proviseur. Il demandait si j'étais malade et s'il fallait m'inscrire pour l'année suivante. La joie de donner enfin satisfaction à mon père comblait un peu le vide sentimental dans lequel je me trouvais. Car si je croyais ne plus aimer Marthe, je la considérais du moins comme le seul amour qui eût été digne de moi. C'est dire que je l'aimais encore. J'étais dans ces dispositions de cœur, quand, à la fin de novembre, un mois après avoir reçu une lettre de faire-part de son mariage, je trouvais, en rentrant chez nous, une invitation de Marthe qui commençait par ces lignes. « Je ne comprends rien à votre silence. Pourquoi ne venez-vous pas me voir? Sans doute avez-vous oublié que vous avez choisi mes meubles ?» Marthe habitait J. Sa rue descendait jusqu'à la Marne. Chaque trottoir réunissait au plus une douzaine de villas. Je m'étonnais que la sienne fût si grande. En réalité, Marthe habitait seulement le haut, les propriétaires et un vieux ménage se partageant le bas. Quand j'arrivais pour goûter, il faisait déjà nuit. Seule une fenêtre, à défaut d'une présence humaine, révélait celle du feu. À voir cette fenêtre illuminée par des flammes inégales, comme des vagues, je crus à un commencement d'incendie. La porte de fer du jardin était entr'ouverte. Je m'étonnais d'une semblable négligence. Je cherchais la sonnette, je ne la trouvais point. Enfin, gravissant les 3 marches du perron, je me décidai à frapper contre les vitres du rez-de-chaussée de droite, derrière lesquelles j'entendais des voix. Une vieille femme ouvrit la porte. Je lui demandai où demeurait madame Lacombe. Tel était le nouveau nom de Marthe. « C'est au-dessus. » Je montai l'escalier dans le noir, trébuchant, me cognant, et mourant de crainte qu'il fût arrivé quelque malheur. Je frappai. C'est Marthe qui vint m'ouvrir. Je faillis lui sauter au cou, comme les gens qui se connaissent à peine après avoir échappé au naufrage. Elle n'y eut rien compris. Sans doute me trouva-t-elle l'air égaré, car avant toute chose, je lui demandai pourquoi il y avait le feu. C'est qu'en vous attendant, j'avais fait dans la cheminée du salon un feu de bois d'olivier, à la lueur duquel je lisais. En entrant dans la petite chambre qui lui servait de salon, peu encombrée de meubles, et que les tentures, les gros tapis doux comme un poil de bête, rétrécissaient jusqu'à lui donner l'aspect d'une boîte, je fus à la fois heureux et malheureux comme un dramaturge, qui, voyant sa pièce, y découvre trop tard les fautes. Marthe s'était de nouveau étendue le long de la cheminée, tisonnant la braise et prenant garde à ne pas mêler quelques parcelles noires aux cendres. « Vous n'aimez peut-être pas l'odeur de l'olivier? Ce sont mes beaux-parents qui en ont fait venir pour moi une provision de leur propriété du Midi. » Marthe semblait s'excuser d'un détail de son cru, dans cette chambre qui était mon œuvre. Peut-être cet élément détruisait-il un tout qu'elle comprenait mal. Au contraire, ce feu me ravit, et aussi de voir qu'elle attendait comme moi de se sentir brûlante d'un côté, pour se retourner de l'autre. Son visage calme et sérieux ne m'avait jamais paru plus beau que dans cette lumière sauvage. À ne pas se répandre dans la pièce, cette lumière gardait toute sa force. Dès qu'on s'en éloignait, il faisait nuit, et on se cognait aux meubles. Marthe ignorait ce que c'est que d'être mutine. Dans son enjouement, elle restait grave. Mon esprit s'engourdissait peu à peu auprès d'elle. Je la trouvais différente. C'est que maintenant que j'étais sûre de ne plus l'aimer, je commençais à l'aimer. Je me sentais incapable de calcul, de machination, de tout ce dont jusqu'alors, et encore à ce moment-là, je croyais que l'amour ne peut se passer.
Tout à coup, je me sentais meilleure. Ce brusque changement aurait ouvert les yeux de tout autre. Je ne vis pas que j'étais amoureux de Marthe. Au contraire, j'y vis la preuve que mon amour était mort et qu'une belle amitié le remplacerait. Cette longue perspective d'amitié me fit admettre soudain combien un autre sentiment eût été criminel, lésant un homme qui l'aimait, à qui elle devait appartenir, et qui ne pouvait l'avoir. Pourtant, autre chose m'aurait dû renseigner sur mes véritables sentiments. Il y a quelques mois, quand je rencontrai Marthe, mon prétendu amour ne m'empêchait pas de la juger, de trouver laide la plupart des choses qu'elle trouvait belles, la plupart des choses qu'elle disait, enfantines. Aujourd'hui, si je ne pensais pas comme elle, je me donnais tort. Après la grossièreté de mes premiers désirs, c'était la douceur d'un sentiment plus profond qui me trompait. Je ne me sentais plus capable de rien entreprendre de ce que je m'étais promis. Je commençais à respecter Marthe parce que je commençais à l'aimer. Je revins tous les soirs. Je ne pensais même pas à la prier de me montrer sa chambre, encore moins à lui demander comment Jacques trouvait nos meubles. Je ne souhaitais rien d'autre que ces fiançailles éternelles, nos corps étendus près de la cheminée, se touchant l'un l'autre et moi, n'osant bouger, de peur qu'un seul de mes gestes suffît à chasser le bonheur. Mais Marthe, qui goûtait le même charme, croyait le goûter seule. Dans ma paresse heureuse, elle lut de l'indifférence. Pensant que je ne l'aimais pas, elle s'imagina que je me lasserais vite de ce salon silencieux, si elle ne faisait rien pour m'attacher à elle. Nous nous taisions. J'y voyais une preuve du bonheur. Je me sentais tellement près de Marthe, avec la certitude que nous pensions en même temps aux mêmes choses, que lui parler m'eût semblé absurde, comme de parler haut quand on est seul. Ce silence accablait la pauvre petite. La sagesse eût été de me servir de moyen de correspondre aussi grossier que la parole ou le geste, tout en déplorant qu'il n'en existât point de plus subtil. À me voir tous les jours m'enfoncer de plus en plus dans ce mutisme délicieux, Marthe se figura que je m'ennuyais de plus en plus. Elle se sentait prête à tout pour me distraire. Sa chevelure dénouée, elle aimait dormir près du feu. Ou plutôt, je croyais qu'elle dormait. Son sommeil lui était prétexte pour mettre ses bras autour de mon cou, et une fois réveillée, les yeux humides, me dire qu'elle venait d'avoir un rêve triste. Elle ne voulait jamais me le raconter. Je profitais de son faux sommeil pour aspirer ses cheveux, son cou, ses joues brûlantes, et en les effleurant à peine pour qu'elle ne se réveillât point. Toutes caresses qui ne sont pas, comme on croit, la menue monnaie de l'amour, mais au contraire la plus rare, et auquel seule la passion puisse recourir. Moi, je les croyais permises à mon amitié. Pourtant, je commençais à me désespérer sérieusement de ce que seul l'amour nous donnât des droits sur une femme. Je me passerais bien de l'amour, pensais-je, mais jamais de n'avoir aucun droit sur Marthe. Et pour en avoir, j'étais même décidée à l'amour, tout en croyant le déplorer. Je désirais Marthe et ne le comprenais pas. Quand elle dormait ainsi, sa tête appuyée contre un de mes bras, je me penchais sur elle pour voir son visage entouré de flammes. C'était jouer avec le feu. Un jour, que je m'approchais trop, sans pourtant que mon visage touchât le sien, je fus comme l'aiguille qui dépasse d'un millimètre la zone interdite et appartient à l'aimant. Est-ce la faute de l'aimant ou de l'aiguille ? C'est ainsi que je sentis mes lèvres contre les siennes. Elle fermait encore les yeux, mais visiblement comme quelqu'un qui ne dort pas. Je l'embrassai, stupéfait de mon audace, alors qu'en réalité c'était elle qui, lorsque j'approchais de son visage, avait attiré ma tête contre sa bouche. Ses deux mains s'accrochaient à mon cou. Elle ne se serait pas accrochée plus furieusement dans un naufrage. Et je ne comprenais pas si elle voulait que je la sauve ou bien que je me noie avec elle.
Maintenant, elle s'était assise. Elle tenait ma tête sur ses genoux, caressant mes cheveux, et me répétant très doucement: « Il faut que tu t'en ailles. Il ne faut plus jamais revenir. » Je n'osais pas la tutoyer. Lorsque je ne pouvais plus me taire, je cherchais longuement mes mots, construisant mes phrases de façon à ne pas lui parler directement. Car si je ne pouvais pas la tutoyer, je sentais combien il était encore plus impossible de lui dire « vous ». Mes larmes me brûlaient. S'il en tombait une sur la main de Marthe, je m'attendais toujours à l'entendre pousser un cri. Je m'accusais d'avoir rompu le charme, me disant qu'en effet, j'avais été fou de poser mes lèvres contre les siennes, oubliant que c'était elle qui m'avait embrassée. « Il faut que tu t'en ailles, ne plus jamais revenir. » Mes larmes de rage se mêlaient à mes larmes de peine. Ainsi, la fureur du loup pris lui fait autant de mal que le piège. Si j'avais parlé, ça aurait été pour injurier Marthe. Mon silence l'inquiéta. Elle y voyait de la résignation. « Puisqu'il est trop tard, » la faisais-je penser, dans mon injustice pour être clairvoyante. Après tout, j'aime autant qu'il souffre. Dans ce feu, je grelottais, je claquais des dents. À ma véritable peine qui me sortait de l'enfance s'ajoutaient des sentiments enfantins. J'étais le spectateur qui ne veut pas s'en aller, parce que le dénouement lui déplaît. Je lui dis: « Je ne m'en irai pas. Vous vous êtes moqué de moi. Je ne veux plus vous voir. » Car si je ne voulais pas rentrer chez mes parents, je ne voulais pas non plus revoir Marthe. Je l'aurais plutôt chassée de chez elle. Mais elle sanglotait. « Tu es un enfant. Tu ne comprends donc pas que si je te demande de t'en aller, c'est que je t'aime. » Haineusement, je lui dis que je comprenais fort bien, qu'elle avait des devoirs et que son mari était à la guerre. Elle secouait la tête. « Avant toi, j'étais heureuse. Je croyais aimer mon fiancé. Je lui pardonnais de ne pas bien me comprendre. C'est toi qui m'as montré que je ne l'aimais pas. Mon devoir n'est pas celui que tu penses. Ce n'est pas de ne pas mentir à mon mari, mais de ne pas te mentir. Va-t'en, et ne me crois pas méchante. Bientôt tu m'auras oubliée, mais je ne veux pas causer le malheur de ta vie. Je pleure, parce que je suis trop vieille pour toi. » Ce mot d'amour était sublime d'enfantillage, et quelles que soient les passions que j'éprouve dans la suite, jamais ne sera plus possible l'émotion adorable de voir une fille de 19 ans pleurer, parce qu'elle se trouve trop vieille. La saveur du premier baiser m'avait déçue, comme un fruit que l'on goûte pour la première fois. Ce n'est pas dans la nouveauté, c'est dans l'habitude que nous trouvons les plus grands plaisirs. Quelques minutes après, non seulement j'étais habituée à la bouche de Marthe, mais encore, je ne pouvais plus m'en passer. Et c'est alors qu'elle parlait de m'en priver à tout jamais. Ce soir-là, Marthe me reconduisit jusqu'à la maison. Pour me sentir plus près d'elle, je me blottissais sous cape et je la tenais par la taille. Elle ne disait plus qu'il ne fallait pas nous revoir. Au contraire, elle était triste à la pensée que nous allions nous quitter dans quelques instants. Elle me faisait lui jurer 1000 folies. Devant la maison de mes parents, je ne voulus pas laisser Marthe repartir seule et l'accompagner jusqu'à chez elle. Sans doute, ces enfantillages n'eussent-ils jamais pris fin, car elle voulait m'accompagner encore. J'acceptais, à condition qu'elle me laisserait à moitié route. J'arrivais une demi-heure en retard pour le dîner. C'était la première fois. Je mis ce retard sur le compte du train. Mon père fit semblant de le croire. Plus rien ne me pesait. Dans la rue, je marchais aussi légèrement que dans mes rêves. Jusqu'ici, tout ce que j'avais convoité, enfant, il en avait fallu faire mon deuil. D'autre part, la reconnaissance me gâtait les jouets offerts. Quel prestige aurait pour un enfant un jouet qui se donne lui-même?
J'étais ivre de passion. Marthe était à moi. Ce n'était pas moi qui l'avais dit, c'était elle. Je pouvais toucher sa figure, embrasser ses yeux, ses bras, l'habiller, l'abîmer à ma guise. Dans mon délire, je la mordais aux endroits où sa peau était nue, pour que sa mère la soupçonnât d'avoir un amant. J'aurais voulu pouvoir y marquer mes initiales. Ma sauvagerie d'enfant retrouvait le vieux sens des tatouages. Marthe disait « Oui, mords-moi, marque-moi, je voudrais que tout le monde sache. » J'aurais voulu pouvoir embrasser ses seins. Je n'osais pas le lui demander, pensant qu'elle saurait les offrir elle-même, comme ses lèvres. Au bout de quelques jours, l'habitude d'avoir ses lèvres étant venue, je n'envisageais pas d'autre délice. Nous lisions ensemble à la lueur du feu. Elle y jetait souvent des lettres que son mari lui envoyait, chaque jour, du front. À leur inquiétude, on devinait que celle de Marthe se faisait de moins en moins tendre et de plus en plus rare. Je ne voyais pas flamber ces lettres sans malaise. Elles grandissaient une seconde le feu, et somme toute, j'avais peur de voir plus clair. Marthe, qui souvent maintenant me demandait s'il était vrai que je l'avais aimée dès notre première rencontre, me reprochait de ne le lui avoir pas dit avant son mariage. Elle ne se serait pas mariée, prétendait-elle, car si elle avait éprouvé pour Jacques une sorte d'amour au début de leur fiançailles, celle-ci, trop longue, par la faute de la guerre, avait peu à peu effacé l'amour de son cœur. Elle n'aimait déjà plus Jacques quand elle l'épousa. Elle espérait que ces 15 jours de permission accordés à Jacques transformeraient peut-être ses sentiments. Il fut malhabile. Celui qui aime agace toujours celui qui n'aime pas. Et Jacques l'aimait toujours davantage. Ses lettres étaient de quelqu'un qui souffre, mais plaçant trop haut sa Marthe pour la croire capable de trahison. Aussi n'accusait-il que lui, la suppliant seulement de lui expliquer quel mal il avait pu lui faire. Je me trouve si grossier à côté de toi, je sens que chacune de mes paroles te blesse. Marthe lui répondait seulement qu'il se trompait, qu'elle ne lui reprochait rien. Nous étions alors au début de mars. Le printemps était précoce. Les jours où elle ne m'accompagnait pas à Paris, Marthe, nue sous un peignoir, attendait que je revinsse de mes cours de dessin, étendue devant la cheminée où brûlait toujours l'olivier de ses beaux-parents. Elle leur avait demandé de renouveler sa provision. Je ne sais quelle timidité, si ce n'est celle que l'on éprouve en face de ce qu'on n'a jamais fait, me retenait. Je pensais à Daphnis. Ici, c'est Chloé qui avait reçu quelques leçons, et Daphnis n'osa lui demander de les lui apprendre. Au fait, ne considérais-je pas Marthe plutôt comme une vierge, livrée, la première quinzaine de ses noces à un inconnu, et plusieurs fois prise par lui des forces? Le soir, seule dans mon lit, j'appelais Marthe, m'en voulant, moi qui me croyais un homme, de ne l'être pas assez pour finir d'en faire ma maîtresse. Chaque jour, allant chez elle, je me promettais de ne pas sortir, qu'elle ne le fût. Le jour de l'anniversaire de mes 16 ans, au mois de mars 1918, tout en me suppliant de ne pas me fâcher, elle me fit cadeau d'un peignoir, semblable au sien, qu'elle voulait me voir mettre chez elle. Dans ma joie, je faillis faire un calembour, moi qui n'en faisais jamais. Ma robe prétexte. Car il me semblait jusqu'ici avoir entravé mes désirs. C'était la peur du ridicule, de me sentir habillée, lorsqu'elle ne l'était pas. D'abord je pensais à mettre cette robe le jour même. Puis je rougis, comprenant ce que son cadeau contenait de reproches. Dès le début de notre amour, Marthe m'avait donné une clé de son appartement, afin que je n'eusse pas à l'attendre dans le jardin, si par hasard elle était en ville. Je pouvais me servir moins innocemment de cette clé. Nous étions un samedi. Je quittais Marthe, en lui promettant de venir déjeuner le lendemain avec elle. Mais j'étais décidée à revenir le soir, aussitôt que possible.
À dîner, j'annonçai à mes parents que j'entreprendrais le lendemain avec René une longue promenade dans la forêt de Sénart. Je devais pour cela partir à 5 heures du matin. Comme toute la maison dormirait encore, personne ne pourrait deviner l'heure à laquelle j'étais partie, et si j'avais découché. À peine avais-je fait part de ce projet à ma mère qu'elle voulut préparer elle-même un panier rempli de provisions pour la route. J'étais consternée. Ce panier détruisait tout le romanesque et le sublime de mon acte. Moi, qui goûtais d'avance l'effroi de Marthe quand j'entrerais dans sa chambre, je pensais maintenant à ses éclats de rire en voyant paraître ce prince charmant, un panier de ménagère à son bras. J'eus beau dire à ma mère que René s'était muni de tout, elle ne voulut rien entendre. Résister davantage, c'était éveiller les soupçons. Ce qui fait le malheur des uns causerait le bonheur des autres. Tandis que ma mère remplissait le panier qui me gâtait d'avance ma première nuit d'amour, je voyais les yeux pleins de convoitise de mes frères. Je pensais bien à le leur offrir en cachette, mais une fois tout mangé, au risque de se faire fouetter, et pour le plaisir de me perdre, ils eussent tout raconté. Il fallait donc me résigner, puisque nulle cachette ne semblait assez sûre. Je m'étais juré de ne pas partir avant minuit, pour être sûr que mes parents dormissent. J'essayais de lire, mais comme 10 heures sonnaient à la mairie, et que mes parents étaient couchés depuis quelque temps déjà, je ne pus attendre. Ils habitaient au premier étage, moi au rez-de-chaussée. Je n'avais pas mis mes bottines afin d'escalader le mur le plus silencieusement possible. Les tenant d'une main, tenant de l'autre ce panier fragile à cause des bouteilles, j'ouvris avec précaution une petite porte d'office. Il pleuvait. Tant mieux. La pluie couvrirait le bruit. Apercevant que la lumière n'était pas encore éteinte dans la chambre de mes parents, je fus sur le point de me recoucher. Mais j'étais en route. Déjà, la précaution des bottines était impossible. À cause de la pluie, je dus les remettre. Ensuite, il me fallait escalader le mur pour ne point ébranler la cloche de la grille. Je m'approchai du mur, contre lequel j'avais pris soin, après le dîner, de poser une chaise de jardin pour faciliter mon évasion. Ce mur était garni de tuiles à son faîte. La pluie les rendait glissantes. Comme je m'y suspendais, l'une d'elles tomba. Mon angoisse décupla le bruit de sa chute. Il fallait maintenant sauter dans la rue. Je tenais le panier avec mes dents. Je tombai dans une flaque. Une longue minute, je restai debout, les yeux levés vers la fenêtre de mes parents pour voir s'ils bougeaient, s'étant aperçus de quelque chose. La fenêtre resta vide. J'étais sauf. Pour me rendre jusque chez Marthe, je suivis la Marne. Je comptais cacher mon panier dans un buisson et le reprendre le lendemain. La guerre rendait cette chose dangereuse. En effet, au seul endroit où il y eut des buissons et où il était possible de cacher le panier, se tenait une sentinelle, gardant le pont de J. J'hésitais longtemps, plus pâle qu'un homme qui pose une cartouche de dynamite. Je cachai tout de même mes victuailles. La grille de Marthe était fermée. Je pris la clé qu'on laissait toujours dans la boîte aux lettres, je traversai le petit jardin sur la pointe des pieds, puis montai les marches du perron. J'ôtai encore mes bottines avant de prendre l'escalier. Marthe était si nerveuse. Peut-être s'évanouirait-elle en me voyant dans sa chambre. Je tremblais. Je ne trouvais pas le trou de la serrure. Enfin, je tournai la clé, lentement, afin de ne réveiller personne. Je butai dans l'antichambre contre le porte-parapluie. Je craignais de prendre les sonnettes pour des commutateurs. J'allais à tâtons jusqu'à la chambre, je m'arrêtais avec, encore, l'envie de fuir. Peut-être Marthe ne me pardonnerait jamais, ou bien si j'allais tout à coup apprendre qu'elle me trompe et la trouver avec un homme. J'ouvris. Je murmurai. « Marthe !» Elle répondit. « Plutôt que de me faire une peur pareille, tu aurais bien pu ne venir que demain matin. Tu as donc ta permission 8 jours plus tôt ?» Elle me prenait pour Jacques. Or, si je voyais de quelle façon elle l'eût accueilli, j'apprenais du même coup qu'elle me cachait déjà quelque chose.
Jacques devait donc venir dans 8 jours. J'allumai. Elle restait tournée contre le mur. Il était simple de dire « C'est moi ». Et pourtant, je ne le disais pas. Je l'embrassai dans le cou. Ta figure est toute mouillée. Essuie-toi donc. » D'une seconde à l'autre, elle changea d'attitude, et sans prendre la peine de s'expliquer ma présence nocturne. « Mais mon pauvre chéri, tu vas prendre mal. Déshabille-toi vite. » Elle courut ranimer le feu dans le salon. À son retour dans la chambre, comme je ne bougeais pas, elle dit « Veux-tu que je t'aide ?» Moi qui redoutais par-dessus tout le moment où je devrais me déshabiller et qui en envisageais le ridicule, je bénissais la pluie, grâce à quoi ce déshabillage prenait un sens maternel. Mais Marthe revenait, repartait dans la cuisine, pour voir si l'eau de mon grog était chaude. Enfin, elle me trouva nue sur le lit, me cachant à moitié sous l'édredon. Elle me gronda. C'était fou de rester nue, il fallait me frictionner à l'eau de Cologne. Puis Marthe ouvrit une armoire et me jeta un costume de nuit. Il devait être de ma taille. Un costume de Jacques. Et je pensais à l'arrivée fort possible de ce soldat, puisque Marthe y avait cru. J'étais dans le lit. Marthe m'y rejoignit. Je lui demandai d'éteindre, car même en ses bras, je me méfiais de ma timidité. Les ténèbres me donneraient du courage. Marthe me répondit doucement. « Non, je veux te voir t'endormir. » À cette parole pleine de grâce, je sentis quelque gêne. J'y voyais la touchante douceur de cette femme qui risquait tout pour devenir ma maîtresse et, ne pouvant deviner ma timidité maladive, admettait que je m'endormisse auprès d'elle. Depuis 4 mois, je disais l'aimer, et ne lui en donnais pas cette preuve dont les hommes sont si prodigues et qui souvent leur tient lieu d'amour. J'éteignis de force. Je me retrouvai avec le trouble de tout à l'heure, avant d'entrer chez Marthe. Mais comme l'attente devant la porte, celle devant l'amour ne pouvait être bien longue. Du reste, mon imagination se promettait de telles voluptés qu'elle n'arrivait plus à les concevoir. Pour la première fois aussi, je redoutais de ressembler au mari et de laisser à Marthe un mauvais souvenir de nos premiers moments d'amour. Elle fut donc plus heureuse que moi. Mais la minute où nous nous désenlaçâmes, et ses yeux admirables, valaient bien mon malaise. Son visage s'était transfiguré. Je m'étonnais même de ne pas pouvoir toucher l'auréole qui entourait vraiment sa figure, comme dans les tableaux religieux. Soulagé de mes craintes, il m'en venait d'autres. C'est que, comprenant enfin la puissance des gestes que ma timidité n'avait osé jusqu'alors, je tremblais que Marthe appartînt à son mari plus qu'elle ne voulait le prétendre. Comme il m'est impossible de comprendre ce que je goûte la première fois, je devais connaître ces jouissances de l'amour chaque jour davantage. En attendant, le faux plaisir m'apportait une vraie douleur d'homme. La jalousie. J'en voulais à Marthe, parce que je comprenais, à son visage reconnaissant, tout ce que valent les liens de la chair. Je maudissais l'homme qui avait, avant moi, éveillé son corps. Je considérais ma sottise d'avoir vu en Marthe une vierge. À toute autre époque, souhaiter la mort de son mari c'eût été chimère enfantine, mais ce vœu devenait presque si criminel que si juste tué. Je devais à la guerre mon bonheur naissant. J'en attendais l'apothéose. J'espérais qu'elle servirait ma haine, comme un anonyme commet le crime à notre place. Maintenant, nous pleurons ensemble. C'est la faute du bonheur. Marthe me reproche de n'avoir pas empêché son mariage. Mais alors, serais-je dans ce lit choisi par moi? Elle vivrait chez ses parents. Nous ne pourrions nous voir. Elle n'aurait jamais appartenu à Jacques, mais elle ne m'appartiendrait pas. Sans lui, et ne pouvant comparer, peut-être regretterait-elle encore, espérant mieux. Je ne hais pas Jacques. Je hais la certitude de tout devoir à cet homme que nous trompons. Mais j'aime trop Marthe pour trouver notre bonheur criminel. Nous pleurons ensemble de n'être que des enfants, disposant de peu. Enlever Marthe!
Comme elle n'appartient à personne qu'à moi, ce serait me l'enlever, puisqu'on nous séparerait. Déjà, nous envisageons la fin de la guerre, qui sera celle de notre amour. Nous le savons. Marthe a beau me jurer qu'elle quittera tout, qu'elle me suivra. Je ne suis pas d'une nature portée à la révolte, et me mettant à la place de Marthe, je n'imagine pas cette folle rupture. Marthe m'explique pourquoi elle se trouve trop vieille. Dans 15 ans, la vie ne fera encore que commencer pour moi. Des femmes m'aimeront, qui auront l'âge qu'elle a. Je ne pourrai que souffrir, ajoute-t-elle. Si tu me quittes, j'en mourrai. Si tu restes, ce sera par faiblesse, et je souffrirai de te voir sacrifier mon bonheur. Malgré mon indignation, je m'en voulais de ne point paraître assez convaincue du contraire. Mais Marthe ne demandait qu'à l'être, et mes plus mauvaises raisons lui semblaient bonnes. Elle répondait. « Oui, je n'ai pas pensé à cela. Je sens bien que tu ne mens pas. » Moi, devant les craintes de Marthe, je sentais ma confiance moins solide. Alors, mes consolations étaient molles. J'avais l'air de ne la détromper que par politesse. Je lui disais « Mais non, tu es folle !» Hélas, j'étais trop sensible à la jeunesse pour ne pas envisager que je me détacherais de Marthe, le jour où sa jeunesse se fanerait et que s'épanouirait la mienne. Bien que mon amour me parût avoir atteint sa forme définitive, il était à l'état d'ébauche. Il faiblissait au moindre obstacle. Donc, les folies que cette nuit-là firent nos âmes nous fatiguèrent davantage que celles de notre chair. Les unes semblaient nous reposer des autres. En réalité, elles nous achevaient. Les coqs, plus nombreux, chantaient. Ils avaient chanté toute la nuit. Je m'aperçus de ce mensonge poétique. Les coqs chantent au lever du soleil. Ce n'était pas extraordinaire. Mon âge ignorait l'insomnie. Mais Marthe le remarqua aussi, avec tant de surprise que ce ne pouvait être que la première fois. Elle ne put comprendre la force avec laquelle je la serrais contre moi, car sa surprise me donnait la preuve qu'elle n'avait pas encore passé une nuit blanche avec Jacques. Mes transes me faisaient prendre notre amour pour un amour exceptionnel. Nous croyons être les premiers à ressentir certains troubles, ne sachant pas que l'amour est comme la poésie et que tous les amants, même les plus médiocres, s'imaginent qu'ils innovent. Disais-je à Marthe, sans y croire d'ailleurs, mais pour lui faire penser que je partageais ses inquiétudes. « Tu me délaisseras, d'autres hommes te plairont. » Elle m'affirmait être sûre d'elle. Moi, de mon côté, je me persuadais peu à peu que je lui resterais, même quand elle serait moins jeune, ma paresse finissant par faire dépendre notre éternel bonheur de son énergie. Le sommeil nous avait surpris dans notre nudité. À mon réveil, la voyant découverte, je craignis qu'elle n'eût froid. Je tâtais son corps. Il était brûlant. La voir dormir me procurait une volupté sans égale. Au bout de 10 minutes, cette volupté me parut insupportable. J'embrassai Marthe sur l'épaule. Elle ne s'éveilla pas. Un second baiser, moins chaste, agit avec la violence d'un réveil matin. Elle sursauta, et se frottant les yeux, me couvrit de baisers, comme quelqu'un qu'on aime et qu'on retrouve dans son lit, après avoir rêvé qu'il est mort. Elle, au contraire, avait cru rêver ce qui était vrai, et me retrouvait au réveil. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième vlog lecture sur Le diable au corps de Raymond Radiguet. Bon, je m'attendais quand même plutôt à ce qu'il n'y ait pas de scène explicite, ce qui est le cas. Parce que je pense que ça devait se faire, mais peut-être sur des bouquins qui étaient moins considérés comme de la littérature, vous voyez. Plus comme... c'est de la littérature de gare, je ne sais pas si ça existait déjà, ou les feuilletons... pas de la vraie littérature avec un L majuscule comme on parle à l'Académie française, vous voyez. Mais donc, ils ont vu le loup. Enfin, surtout lui. Donc lui, il a 15 ans. Elle a 19 ans. Est-ce que elle a accédé à la majorité par son mariage? Parce que 19 ans,
Majeur, c'est 21 ans. Majorité matrimoniale, 21 ans pour les deux sexes de 1907 à 1974. C'est la majorité civile. Je vérifie vite fait, parce qu'il y a la majorité civile, la majorité sexuelle, etc. Donc, majorité civile, 1907-1974, c'était 21 ans. Aujourd'hui, il y a une harmonisation entre la majorité civile, la majorité matrimoniale, donc pour se marier, j'imagine, et la majorité pénale, donc pour aller en prison. Ça, c'est 18 ans pour tout le monde, mais la majorité sexuelle en France maintenant, c'est 15 ans. La majorité matrimoniale, c'est l'âge auquel une personne est considérée comme capable de s'engager dans les liens du mariage sans autorisation de ses parents ou tuteurs. Avant cet âge, l'individu ne peut se marier qu'avec le consentement de ses parents. Ce qui veut dire que à cette époque-là, la majorité tout court étant 21 ans, Marthe, elle a eu l'autorisation de ses parents pour épouser Jacques. Ok, donc je voulais juste savoir ça. Donc on va dire que elle a eu le droit. C'est particulier au niveau de la relation entre... Je sais même pas comment s'appelle le narrateur. François. Donc c'est un prénom usité dans le film. Appelons-le François. Ça va être plus facile. Donc François, je trouve qu'il est quand même très particulier au niveau de son caractère. Je sais pas si les hommes de cette époque-là, donc tout début du XXe siècle, s'ils étaient si possessif entre guillemets, le fait il parlait d'avoir des droits sur Marthe, je crois. Je commençais à me désespérer sérieusement de ce que seul l'amour nous donna des droits sur une femme. Je me passerais bien de l'amour, pensais-je, mais jamais de n'avoir aucun droit sur Marthe. Là, moi, j'y vois honnêtement un petit peu de quelque chose qui tourne autour de la possession. Le fait d'avoir une exclusivité. Ils se sont quand même dit, bon, elle est mariée, elle aime pas, elle ne l'aime plus, il est à la guerre, elle s'ennuie peut-être un petit peu aussi, et elle a un jeune homme qu'elle considère quand même comme comme presque un enfant, parce qu'il a 15 ans, c'est un gamin. C'est particulier, la relation. Elle est très jeune aussi. Après, est-ce que l'adolescence existait déjà en 1918 ? Je suis pas sûre, ce qui me semble que le concept il date d'après la Seconde Guerre mondiale. Il me semble que ça date des années 50, l'adolescence. Parce que peut-être qu'il y a eu à cette époque-là un recul de l'âge du mariage, des enfants qui restent plus longtemps aussi dans le foyer parental parce que les études s'allongent, surtout pour les garçons. Donc, je suis pas persuadée que le concept d'adolescence, donc à la fois le terme et à la fois ce que ça recouvre, existait à l'époque. Je suis pas sûre. À cette époque-là, quand même, les gens se mariaient quand même très tôt. Et les études pouvaient finir aussi à 14 ans, parce qu'à 14 ans, les garçons ou les filles avaient pu déjà suivre un apprentissage et connaître un métier de boulanger par exemple. Ce qui fait que on avait quand même des jeunes, bon à 14 ans ils étaient quand même considérés comme des jeunes, mais on avait des jeunes qui étaient quand même beaucoup plus débrouillards, j'imagine, que maintenant, et qui pouvaient aussi subvenir aux besoins de leur famille, donc papa, maman et frangin, à l'âge de 14, 15 ans, 16 ans, donc c'était pas non plus complètement incohérent qu'ils puissent se marier à 18, 19, 20 ans avec l'autorisation parentale, avant la majorité. D'un côté, François, appelons-le François comme dans le film, je trouve qu'il n'est pas adulte. Mais c'est normal, parce qu'il n'a que 15 ans. Il n'est pas adulte, il n'a pas des réflexions d'adulte, je trouve qu'il a... Et il en est conscient, hein, il a des réflexions un peu enfantines, enfin un peu le côté tout de suite, enfantine, adolescente.
côté un peu absolu aussi, quête d'absolu, il veut Marthe pour lui-même. La jalousie à l'égard de Jacques, les risques qu'il prend. La relation avec le père, je la trouve touchante. Parce qu'en fait, il trompe son père quelque part, il lui ment. Hein, il lui ment, il ment à sa famille, il ment à tout le monde. Euh, il serait peut-être plus mature, peut-être qu'il dirait bah, moi je suis avec Marthe. Ça existait le divorce. Hein. Donc, c'était pas bien vu, mais ça existait. Donc après, je suis pas persuadée que un couple avec un garçon si jeune, des parents en auraient autorisé le mariage. Donc c'est un peu compliqué là. Hein. Mais ils sont gentiment en train de se mettre dans une situation qui est pas facile, sachant qu'ils sont tous les deux attachés l'un à l'autre. Ça y est. Et j'aime bien le côté un peu les émois amoureux et puis aussi toute l'ouverture à la sexualité qui commence chez François. Bon, après, il y a aussi le côté un peu glorification, entre guillemets, de la virginité, enfin, le fait qu'il trouve dommage de ne pas avoir pris la virginité de Marthe, mais bon, Marthe, elle est plus âgée et elle est mariée, hein. Donc, un petit chat, c'est comme ça. Mais je pense que cette espèce de sacralisation, entre guillemets, de la virginité, je me demande si ça vient pas de l'influence chrétienne, tout simplement. Euh, Puis ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi dans des bouquins ultérieurs hein, autour de la romance, par exemple. C'est quelque chose qui se retrouve beaucoup, l'espèce de sacralisation de la virginité. Je trouve qu'il y a le côté quand même capricieux du gamin qui veut quelque chose et qui va un peu pigner en fait s'il ne l'a pas. C'est Et elle est dépassée. Je crois que clairement elle est amoureuse. Mais sauf que quand Jacques il va revenir pour sa permission là, ils sont pas prêts. À mon avis, ils vont pas savoir gérer le truc. Donc est-ce que là pour moi il y a deux choses en fait possibles à faire. C'est soit on continue, on assume le truc, on dit à Jacques. Soit le mariage entre Jacques et Marthe est le plus important. On arrête là, tant pis, on va pleurer, on va être malheureux. Mais on arrête. Ça, c'est les deux versions honnêtes. Il y a une qui l'est plus que l'autre. Et il y a la version purement malhonnête où on va continuer discrètement. Mais bon, je pense qu'ils vont finir par se faire griller parce que déjà, il y a les propriétaires, il y a un couple âgé qui est en bas, il y a déjà la vieille dame qui a ouvert à François. Parce qu'il est vraiment pas nommé dans le livre. Hein. Je trouve que la langue est très jolie, j'aime bien. J'entendrais presque avec un... En fait, ça me fait penser à un long dimanche de fiançailles, mais à un côté un peu moins innocent. C'est la découverte de la sexualité, de l'amour. C'est les rites de passage, hein, parce que c'est un rite de passage aussi de tomber amoureux et de concrétiser aussi d'une manière ou d'une autre cet amour-là. Et il y a des thématiques aussi qui ressemblent à l'amant de Lady Chatterley. Où là, je trouve... l'amant de Lady Chatterley, il me semble qu'on est plus... que je suis pas sûre, hein, je l'ai pas lu. Il me semble qu'on est du point de vue de Lady Chatterley. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Brièvement, Lady Chatterley, c'est une jeune américaine qui a épousé un lord anglais. Il y a ils se marient, il y a une nuit de noces, il part à la guerre 14-18 le lendemain. Donc elle attend qu'il revienne dans son grand manoir. C'est vraiment grand manoir. Hein. Sauf que pas de bol, il revient, mais il est tombé sur un obus ou je sais pas quoi. Enfin bref, il est tout crassé. Il est paralysé. Il ne peut plus marcher et il ne peut plus non plus faire l'amour. Ça ne marche plus. Et il est dépendant il peut plus s'habiller tout seul. Il peut plus... Puis c'était pas équipé comme maintenant. Hein, au niveau d'adaptation en termes de handicap, c'était assez rustique. Hein. Même si lui, il avait les moyens pour... Enfin bref, on s'en fout.
un moment, le lord anglais, il se dit, je suis un lord, il me faut un gosse en fait pour transmettre le nom, la famille, le titre et compagnie à mon fils, mais un fils que je ne peux pas faire. Donc il pousse un peu sa femme à dire, en gros, bah tu vas te trouver un amant, tu vas faire des gosses, un ou plusieurs, un déjà, et je dirais que c'est le mien, et tu dis pas, je veux juste pas savoir qui c'est le père. Ok, bon, elle est dans la résistance à fond au début par rapport à ça, et après, elle finit par y succomber parce qu'il y a d'un côté, il la traite pas très bien, mais il est pas bien non plus, donc ils souffrent tous les deux. Et elle a besoin d'affection, elle est vachement seule, elle est vraiment malheureuse, c'est pas facile pour elle. Et bref, elle finit par se taper le garde-chasse et ils finissent ensemble. Enfin, ils finissent ensemble. C'est pas facile. C'est facile pour personne là. C'est facile pour aucun des trois. C'est une très belle histoire, adaptation sur Netflix, très sympa. Juste une scène que je trouve un peu ridicule, mais c'est une belle histoire. Et je comprends, en fait, tous ces personnages-là, je les comprends. Leurs objectifs, leurs motivations, leurs failles, c'est extrêmement bien écrit et c'est un roman qui avait fait un tel scandale en Angleterre qu'il a été censuré. Je me demande si je vais pas le lire avec le micro. Pour la Saint-Valentin. Non, je plaisante. Est-ce que je vais commencer à lire des livres érotiques? Non. Peut-être pas quand même. Mais là, ça va, du coup, moi j'étais en train de me dire, oh là là, s'il y a des scènes un petit peu olé olé, comme on dit, sur les réseaux, parce qu'on risque de se faire virer les vidéos si on dit des mots qui commencent par ce et qui finissent par que ce. Enfin bref, on s'en fout. Et là, pareil, si vous voulez, pour François et pour Marthe, leurs objectifs, je les comprends. Je comprends qu'ils soient attachés l'un à l'autre. Là, clairement, ils ont commencé tous les deux à mentir à leur famille, à mentir à tout le monde. Et leur relation, elle est complètement confidentielle. Ça va finir par leur péter au nez. Hein. Ça va leur péter à la tronche. C'est obligé. Je ne sais pas de quelle manière, mais je pense que ça va finir dans les larmes et les pleurs. C'était une expression d'un très bon prof d'histoire géo que j'ai eu au lycée, en terminale. Les larmes et les pleurs. Et bref, je vais pas dire beaucoup plus que ça. Donc, je vous ai dit, je crois qu'on a 43% sur encore 2 semaines ou 3 semaines. On verra. Vous verrez selon la durée du prochain. Je vous souhaite un très bon dimanche. Amusez-vous bien, lisez plein. Profitez du beau temps si on a des très belles éclaircies, nous, entre des averses mais des seaux d'eau. Et voilà. Vous allez tout bientôt voir sur la chaîne des chatons que normalement je vais adopter mercredi si tout va bien, si j'ai bien fait les papiers comme il faut et que j'ai pas fait de bêtises. Donc normalement il va y avoir des chatons tout bientôt. Parce que j'étais triste sans mes petits chats. J'avais 3 petits chats qui sont tous décédés. Je vous souhaite un très bon dimanche. Rêvez tout plein. Lisez grand aussi. Ou lisez tout plein et rêvez tout grand. Salut!